Nous retrouvons à nouveau pour un libre journal de la résistance française, réalisé par Franck ce soir, et je suis assisté par mon complice Henri Dubost, qui dirige le journal de la réinformation de Radio Courtoisie du vendredi, et qui s'occupe également de la synthèse du samedi. À mes côtés, ou plutôt autour de cette table, qui n'est pas ronde, j'ai oublié de dire bonsoir, excusez-moi. Patrick Cousteau, donc rédacteur en chef de Minute. Jérôme Bourbon, directeur de Rivarol. Bonsoir. Pas de bruit de Kalachnikov ce soir, très bien. Et notre ami Pascal Lassalle, qui est journaliste et qui vient très régulièrement désormais à mes émissions, parce que je trouve qu'il rehausse un peu le côté intellectuel qui n'est pas mon fort. Trop flatteur, mon cher Manuel. Non, mais c'est absolument exact. Je ne sais pas si nous aurons quelqu'un de présent. Jeanne Smith m'avait prévenu qu'elle ne pourrait pas venir, mais nous sommes 5 présents déjà. Mais elle ne m'a pas. J'avais demandé si Caroline Parmentier aurait pu venir. On a un peu de piquant à cette émission, mais je n'ai pas eu de réponse. Voilà. Donc en première partie, jusqu'à 19h30, un club de la presse. En seconde partie, j'aurai 2 invités. Donc j'aurai d'abord Aude de Kéros, que les auditeurs de Radio Courtoisie connaissent très bien. Donc Aude de Kéros vient de sortir un ouvrage tout à fait intéressant qui s'appelle, on ne sait pas s'il faut dire sacré art contemporain ou art sacré contemporain ou contemporain sacré art, enfin parce que c'est un peu dans le désordre, mais c'est consacré, vous avez peut-être entendu une des émissions qu'elle a faites sur le sujet, à l'art contemporain et les liens lacés, comme dirait Aude de Kéros et Christine Sourgin, avec l'Église. Et puis, en seconde partie, donc vers 20h15 à 21h, j'aurai le plaisir d'accueillir un Belge qui nous a fait l'amitié de venir de Belgique ce soir, Lionel Ballan, qui vient de sortir un ouvrage très très intéressant sur un sujet totalement inédit. En fait, c'est une histoire du nationalisme autrichien et qui est largement axé sur le FPO, mais en particulier sur Jörg Haider. Donc ça s'appelle Jörg Haider le Phénix, et c'est sous-titré Histoire de la famille politique libérale et nationale en Autriche. Voilà, je vous donnerai les adresses des éditeurs tout à l'heure. Alors, avant qu'on attaque ce club de la presse, je voudrais rendre hommage à 2 personnes. La troisième personne, on lui rendra un hommage avec Aude de Kéros. Cette troisième personne, c'est Georges Mathieu, qui était quand même un des plus grands peintres français, en tout cas qui était reconnu dans le monde entier, et qui n'a même pas eu droit, peut-être parce qu'il était antidémocrate et royaliste, qui n'a même pas eu droit à un communiqué du ministère de la Culture. À son enterrement, il n'y avait aucun représentant du ministère de la Culture. Et une fois de plus, c'est un grand peintre qui n'était pas dans l'air du temps et qui, bien qu'il ait fait, qui s'est été l'introducteur de ce qu'on appelle l'action painting en France, et qu'il a eu une énorme influence sur le monde de l'art, il faisait pas de ce qu'on appelle l'art contemporain. Donc on en parlera tout à l'heure avec Aude de Kéros. Je voudrais rendre également hommage au philosophe Roger Garaudy, qui est décédé le 13 juin. Je ne sais pas si un hommage lui a été rendu à cette antenne, parce que j'arrive pas à tout écouter. Au bulletin de l'information, voilà. Oui, effectivement. Et je pense pas qu'il y ait eu d'émission. Je ne crois pas. Pascal, oui. Je voudrais également rendre aussi un hommage à un confrère, un journaliste, qui est décédé le 22 juin. De manière tragique, c'est l'ami Jacques de Nice, qui a été d'ailleurs un cofondateur d'une structure métapolitique qui a marqué son temps dès la fin des années 68, et surtout qui a été aussi un des créateurs du journal sur la grande toile Métamag. Donc Jacques est décédé dans des conditions tragiques en préparant justement les festivités du saucisse d'été. Il est mort dans cette nature qu'il aimait beaucoup, et surtout ses amis, ses camarades garderont le souvenir de quelqu'un qui fut jusqu'au bout un fidèle combattant dans la guerre culturelle qui fait toujours rage autour de nous, et quelqu'un qui était aussi de bons conseils. On gardera aussi le souvenir de ses colères homériques, de son impulsion, de son appétit de vie. En tout cas, c'est une nouvelle qui nous a beaucoup attristés, et je pense que beaucoup d'auditeurs qui le connaissaient, en tout cas qui l'avaient rencontré, partageront avec nous notre peine et notre douleur. Oui, d'ailleurs, qui dirigeait des
plusieurs journaux. Oui, des journaux économiques, notamment, voilà, sur la côte d'Azur, exactement. Donc, je pense que les auditeurs, qui nous écoutent sur Internet en particulier. Nombre d'entre eux, en tout cas, alors, je vais revenir maintenant sur Roger Garaudy. Donc, Roger Garaudy est décédé le 13 juin. Je ne reviendrai pas en détail sur lui. Il était agrégé de philosophie, il était docteur ès-lettres. Bon, il avait été député sénateur communiste. Il avait été exclu en mai 70 pour déviationnisme. Bon, on ne retiendra pas cette partie de son personnage, ni même qu'il soit converti à l'islam. Mais lui qui avait reçu tous les honneurs des autorités politiques et universitaires du monde entier, était devenu un paria quand en 1996, il avait rejoint le combat pour la vérité historique en signant les mythes fondateurs de la politique israélienne aux héroïques éditions, on peut le dire, de la vieille tourbe de Pierre Guillaume. Ce qui lui avait valu par la suite d'être condamné, et le scandale avait été renforcé quand l'abbé Pierre lui avait apporté son soutien. Voilà. Et je voudrais rendre un hommage particulier à quelqu'un dont on n'a sans doute jamais parlé à cette antenne, mais je souhaitais le faire ce soir, c'est Christian Lefebvre, qui était l'incarnation du courage et de la droiture, et qui a été le chef charismatique du service d'ordre nouveau, qui est décédé le 18 juin. C'était un militant dans l'âme. Il avait été officier parachutiste en Algérie. Il avait été détenu à Saint-Martin-de-Ré pour son combat en faveur de l'Algérie française. Et c'était quelqu'un d'extrêmement courageux. Et il a été enterré religieusement au Val-de-Grâce. Il y avait quand même plusieurs centaines de personnes et de camarades qui étaient venus lui rendre cet hommage. Voilà. Oui, un petit mot sur Roger Garaudy. Avant de se convertir à l'islam, il s'était converti au catholicisme. Je crois qu'il est bon de le rappeler. Et d'autre part, son islam n'était pas forcément un islam extrêmement rigoureux, puisqu'il s'est fait incinérer, ce qui est totalement contraire à la charia. Voilà. Bon. Voilà, mais enfin, je pense que c'était quand même indispensable à cette antenne de rendre hommage à plusieurs personnes qui ont fait toujours preuve d'indépendance et de non-conformisme. Alors, on va justement attaquer sur, et je vais donner un peu la parole à notre ami Patrick Cousteau, justement, minute cette semaine, un grand entretien avec quelqu'un qui lui également est devenu un homme indépendant et anticonformiste alors qu'il venait de la Ligue communiste. Donc il a été pendant de longues années, moi j'avais fait un portrait très détaillé de lui dans Faits et Documents, c'était vraiment un militant trotskiste très engagé, et puis qui finalement qui avait fondé Reporters sans frontières, dont il était le président. Qu'il a dirigé 23 ans. Voilà, et qui avait monté avec sa femme Média, et donc vous aviez un entretien avec lui, et donc je voudrais dire que, on va en parler 2 minutes après, que Média s'arrête, puisque Média était un trimestriel consacré aux médias en France. C'était, on peut dire, la publication de référence sur tout ce qui était de haut niveau à propos des médias. Et à partir du moment, il faut dire qu'il a fait, on pourrait dire, un peu la totale. En 1 ou 2 ans, il a interviewé Conque, il a interviewé Marine Le Pen. Oui. Bernard Lugan dans l'avant-dernier numéro. Bernard Lugan, et le dernier numéro... On a Rénal Séché et Alain Benoît. Et Rénal Séché, dans le même numéro. Et donc, ce journal qui vivait, comme d'autres journaux, en partie grâce aux publicités qui étaient contenues dedans, à partir du moment où Robert Ménard, qui était d'ailleurs qui était présent à la fête du livre de Radio Courtoisie dimanche dernier, eh bien les recettes publicitaires se sont arrêtées, et donc c'est un journal de plus qui ferme, alors que c'était un journal, il faut le rappeler, qui était absolument passionnant. Ah oui, tout à fait. C'est le paradigme un peu du Figaro Magazine, quoi. C'est-à-dire que de la même manière, sauf que le Figaro Magazine a survécu en évinçant toutes les plumes libres et indépendantes. Et on peut le dire, même si ça déçoit certains, et qui n'a pratiquement plus de contenu. Ça faut quand même l'avouer, oui. Non, je ne veux pas vexer certains amis qui sont encore dedans. Mais il y a 3 ou 4 pages intéressantes, quoi. Mais le reste, c'est un peu vide. J'allais dire, dans le Figaro Magazine, même des gens qu'on apprécie comme Éric Zemmour doivent se contenter d'un billet qui, à vue de nez, doit faire 1500 ou 2000 signes à tout casser. Autrement dit, ils n'ont le temps de rien dire. Et ce qu'ils disent, ils le disent dans un style télégraphique qui, franchement, ne procure pas un grand plaisir de lecture, ni un grand confort intellectuel. Enfin, c'est pas terrible.
médias, pour le coup, c'était vraiment différent. On avait là un entretien de 6 pages avec Alain de Benoît, c'est quand même pas fréquent. Et effectivement, on pouvait y dire des choses de manière extrêmement libre, bien que Ménard et son épouse ne soient pas toujours d'accord avec la personne interrogée, ce qui est quand même la moindre des choses. Mais on avait eu un entretien sans doute le plus surréaliste entretien possible, qui avait été réalisé avec Conque. Donc Conque, l'ancien dessinateur de toute la presse nationale, quoi, qui avait commencé au Monde, mais surtout le dessinateur vedette du Monde. Du Monde, oui, mais qui avait fini ensuite. Et le jour où effectivement il est devenu révisionniste, il a été évincé du Monde. Voilà. Ensuite, il a été évincé de l'événement du jeudi. Oui. Et puis ensuite, on l'a retrouvé à Valeurs Actuelles, et puis à Minute, peu de temps, puis à National Hebdo, et puis je crois qu'il a fini à National Hebdo d'ailleurs. Oui. Donc bref. Et Ménard, Ménard pour le coup, lui n'a pas décidé apparemment de couler le navire, hein, plutôt que de renoncer à sa liberté, ce qui est pas très étonnant de la part du personnage. Donc voilà. Exit. Et donc, c'était un peu un prétexte, mais justement, il a sorti un petit, vive l'Algérie française, vive l'Algérie française, que je n'ai pas lu. Que j'ai lu. Bon, mais vous pouvez peut-être en dire quelques mots, parce que c'est le thème de l'entretien. Absolument, c'est la suite de Vive Le Pen. Alors c'est la première question que je lui pose, c'est est-ce qu'après Vive Le Pen, en écrivant il a écrit Vive l'Algérie française parce qu'il estimait qu'il n'était pas encore assez grillé. Alors il dit que non, que c'est pas pour provoquer, mais simplement parce qu'il estime que il fallait dire... il fallait donner un son de cloche, différent, qu'il fallait affirmer un certain nombre de vérités, et il le fait à la fois avec le style provoquant qui est le sien, le style polémique, mais également avec la solidité de la documentation historique qu'il s'est procuré auprès de Thierry Rolando, le président. On supposait qu'il ne s'est pas fourni auprès de Benjamin Stora. Non, oui, ça c'est certain. Il règle ses comptes avec Benjamin Stora, d'ailleurs de manière assez saignante. Je peux rappeler que Ménard est pied noir. Et exactement, voilà. Et son père a été membre de l'OS. Et il raconte que son père était membre de l'OS. Et maintenant, il l'assume pleinement. Et il en est même plutôt fier, apparemment. Et donc, il revendique cet héritage pied noir. Et il nous explique un peu comment de jeunes enfants expulsés d'Algérie à l'âge de 9 ans, donc il arrive en France, devient trotskiste. Dirige des organisations humanitaires ou de défense des droits de l'homme sikh comme Reporters sans frontières, Amnesty International, etc. Avant de basculer littéralement, grâce à son ouverture d'esprit, grâce à sa curiosité intellectuelle, il s'est mis à lire des choses qui n'étaient pas, qui n'étaient pas très répandues dans son milieu. Et finalement, ça l'a convaincu. Et maintenant, il a un parti pris pro-Algérie française extrêmement marqué. Et il estime que c'est important de le faire savoir parce que son audience personnelle, son aura personnelle, peut aider beaucoup de pieds noirs qui, pendant des années, ont dû accepter de se taire et de subir à la fois les injures, mais également le déni de la réalité historique. Voilà. Et donc, il nous explique tout ça dans le dernier numéro de Minute. Ce que j'apprécie de ce genre de personnage, ça va me permettre de donner la parole à Jérôme Bourmont. Je me souviens avoir participé à une réunion avec lui, enfin j'étais dans la salle, j'étais pas à la tribune, qui était organisée, si mes sources sont bons, par Polémia, de Jean-Yves Le Gallou, où c'était il y a 1 ou 2 ans. Vous y étiez? Un an? Non, il y a un an. Oui. Bon, mais depuis, il a fait encore du chemin. Parce que je me souviens, il nous avait un peu raconté son histoire de cette manière, et il s'étonnait d'avoir des ennuis. Donc il s'étonnait de perdre ses amis, ses soutiens, de commencer. Enfin, il avait quand même... Ne nous coupons pas la parole, s'il vous plaît. Parce que vraiment là, les auditeurs m'en ont parlé à la fête de Radio Courtoisie, ils m'ont dit que c'était inaudible dès que plusieurs personnes parlaient en même temps. C'est pas pour vous couper la parole, Henri, mais vraiment ils ont dit qu'il fallait absolument insister là-dessus, que j'insistais pas assez. Donc je vais encore plus serrer la vis. Je vais demander à ce que Henri de Lesquin me paye des petits trucs pour couper les boutons, comme ça je distribuerai la parole. Voilà. Et donc je me souviens il y avait un homme dans la salle. Qui, semble-t-il, avait milité dans un certain nombre de partis nationalistes, en tout cas au Front National, et qui lui disait, mais ce que vous nous racontez, vous savez, nous, ça fait 30 ans qu'on le subit, c'est-à-dire qu'on est mis, c'est l'opprobre sur nous, dans notre travail, on se fâche avec notre famille, et vous avez l'air de découvrir le monde. Et il n'était pas désagréable, mais je crois qu'il lui a dit... bienvenue parmi les parias. Bienvenue chez les parias. Chez les parias, voilà. Oui. Voilà, alors je ne sais pas ce que ça vous suggère, Jérôme Bourbon, mais on a parfois l'impression que les gens, en particulier qui viennent de la gauche, sont de grands naïfs. Ils croient qu'ils peuvent se heurter au système sans subir les conséquences.
Sans doute, mais il n'empêche que Robert Ménard, s'il a commencé à être diabolisé, c'est qu'il a pris des positions fermes sur lesquelles il n'est jamais revenu, pour l'abrogation de la loi Guesso notamment. Hein. Et ça, je crois que ça a été le début, je pense, de ses ennuis et du fait qu'il est tombé en disgrâce en quelque sorte. La loi Guesso, pour la peine de mort, contre le mariage homosexuel. Et il avait demandé la libération de... 3 trucs d'un coup. Je sais plus si c'était concentré. Attendez, je sais plus si c'était Michel Lajoie ou... Je crois que c'était Vincent Renoir. C'était Vincent Renoir. Je crois qu'il a signé la pétition. Oui, il avait signé la pétition de Blanc-Rue, Paul-Éric Blanc-Rue, tout à fait. Ouais. Et là, on lui avait ce qui là, pour le coup, montre un certain courage, parce qu'il y avait des gens peu fréquentables par rapport au politiquement correct. Rien que le sujet en soi. Qui avaient signé, rien que le sujet, absolument. Mais tout n'est pas perdu, pourrait-on se dire, parce qu'on voit quand même des esprits brillants plus ou moins nous rejoindre, ou finir par découvrir que ce qu'on pensait depuis 20 ans, 25 ans, 30 ans, ou peut-être les auditeurs plus jeunes depuis 5 ou 10 ans, quand il y a des gens qui finissent par... qui ont un itinéraire complètement différent, et qui pourtant finissent par basculer. Souvent, ils basculent bien. Hein. Oui, ils basculent fort. C'est peut-être pas terminé encore. Hein. Donc, non, mais c'est vrai qu'il y a un énormément de courage. Je me rappelle de sa prestation à la Fondation Paul-Émile Notre-Lit, Jean-Yves Le Gallou, et de l'apostrophe justement de ce camarade et ami là, qui lui avait dit, ben voilà, vous découvrez en fin de compte ce que nous subissons depuis déjà des lustres, depuis des décennies. Et c'est vrai qu'on a l'impression que là, petit à petit, il brûle ses navires, mais je crois qu'il y a beaucoup de sincérité chez Robert Ménard. Et de courage, parce qu'il avait... courage, bien entendu. Dans cette conférence de Polémia, donc organisée par Jean-Yves Le Gallou, il y avait une jeune apprentie journaliste, une jeune femme qui entrait en école en première année, je crois. Et Robert Ménard lui avait expressément conseillé tout ce qu'il fallait faire et ne pas faire pour survivre dans ce milieu. Et lui, finalement, il fait le contraire, puisqu'il se grille assez tranquillement. Donc, il le sait très bien ce qu'il faut faire et pas faire, malgré tout. Mais il y va quand même, c'est très courageux. Enfin, je crois qu'il est quand même pas extrêmement naïf, malgré tout, parce qu'il a eu cette formule, ne comptez pas sur moi pour souffrir du complexe des baleines qui s'échouent sur les plages comme ça. Donc, c'est quand même la preuve qu'il a conscience du fait qu'il risque gros. Ah, bien sûr. Ceci dit, bon, c'est quelqu'un qui a sa carrière pas derrière lui, n'exagérons pas, mais enfin, qui est quand même quelqu'un d'installé. Et ce n'est pas du tout le cas de cette jeune journaliste à qui il avait conseillé beaucoup de prudence. D'ailleurs, Robert Ménard a rappelé dans le dernier numéro de Média que 74% des journalistes votent à gauche, oui. Voire à l'extrême gauche, en tout cas d'après des sondages qui ont été faits dans diverses écoles de journalisme. Et dans certaines d'entre elles, c'est encore plus poussé. Oui, j'en avais parlé plusieurs fois, je crois que Rivarol en avait parlé. J'avais donné des statistiques. On voit à quel point ces gens-là sont représentatifs du palais politique français. Au centre de formation des journalistes, à l'Institut supérieur de journalisme, etc. Et c'est, en particulier dans les écoles de journalisme, c'est de l'ordre de 90, c'est presque aussi autant que les musulmans. 100% au CFJ. Hein. Voilà, oui. La principale école de journalisme parisienne, le centre de formation des journalistes, 100% à gauche et extrême gauche. C'est stupéfiant. Ce qu'on appelle le pluralisme, en tout cas. Je pense que beaucoup de Français doivent se sentir représentés dans ce qu'ils pensent et dans ce qu'ils votent surtout. Alors, il faut qu'on tire quand même Alors, je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de Radio Courtoisie, c'est le libre journal de la Résistance française. Je reçois ce soir Jérôme Bourbon, directeur de Rivarol, Pascal Lassalle, journaliste, Patrick Cousteau, rédacteur en chef de Minute, et à mes côtés... mon ami Henri Dubos, directeur du journal de la réinformation du vendredi sur Radio Courtoisie. Donc je pense qu'il faut quand même tirer, on en avait parlé la dernière fois, mais là, c'est quand même pas trop tard, l'information se bouscule, se succède, on vit vraiment dans l'immédiateté, mais enfin, je pense qu'il faut quand même tirer un peu un bilan des élections législatives. Alors, j'étais beaucoup trop optimiste quand on s'était vu la dernière fois. Et je vais juste donner quelques éléments qui vont permettre d'entamer une discussion. C'est l'abstention qui a gagné. Et la majorité actuelle est une majorité qui n'a pas la majorité. Donc ça, c'est le premier point. C'est-à-dire que le gouvernement actuel, la Chambre actuelle, a reçu le vote d'une minorité de Français. La seconde chose qui est intéressante, c'est quand on analyse l'abstention, c'est que ont été une majorité absolue, c'est-à-dire plus de 50% des gens ne sont pas allés voter dans un certain nombre de catégories ou de groupes socio-professionnels ou d'âge. Vous avez
une nette majorité, je crois que c'est de l'ordre, si mes souvenirs sont bons, de 55% des moins de 44 ans qui ne sont pas allés voter. C'est-à-dire que c'est vraiment les forces vives de la nation. C'est vraiment les gens qui sont en plein dans l'activité, qui sont les gens qui sont en début de carrière ou en train de s'installer et qui n'ont pas leur carrière derrière eux. On se rend compte que ces gens-là ne vont plus voter, en tout cas au second tour. Et ont été boudés par les urnes les catégories populaires et les plus modestes, c'est-à-dire les employés, les ouvriers et les revenus inférieurs à 1 200 € par mois. Donc, on va en parler. Et donc, le troisième élément qui est quand même assez fascinant, même si ce n'est pas la même chose, vous avez, on va remonter un peu avant, au 22 avril, vous avez 13 millions de personnes qui ont voté au total pour Marine Le Pen, pour François Bayrou et pour Jean-Luc Mélenchon. 13 millions de personnes ont voté pour ces trois personnes. Ces trois personnes ont été candidates aux élections législatives et aucune ne va être dans l'Assemblée nationale. Alors je ne sais pas ce que ça vous suggère, bon, mais c'est sidérant de voir que... Et là, vous voyez, je ne dis pas... On mélange tout le monde. On se rend compte que pour être un peu comme Robert Ménard ou en dehors du système, c'est très très dur pour le combattre, puisqu'il y a 13 millions de voix ne leur ont pas suffi pour être élus députés. Mais ça c'est le problème du scrutin majoritaire à deux tours, hein, qui, en effet, lorsque des partis sont sans alliance ou qui n'ont pas des bases locales, une implantation locale suffisante, évidemment, ils se retrouvent en quelque sorte sous le laminoir du scrutin majoritaire à deux tours. Je rappelle d'ailleurs que la France est le seul pays de l'Union européenne, des 27 pays de l'Union européenne, à pratiquer ce mode de scrutin. 25 sur 27 pratiquent la proportionnelle, la plupart d'ailleurs la proportionnelle intégrale, il y a un scrutin mixte en Allemagne, et un seul pratique le scrutin majoritaire à un tour, c'est la Grande-Bretagne, qui est sans doute un scrutin injuste, mais à tout prendre moins injuste encore que le scrutin majoritaire à deux tours, parce que lorsqu'un candidat ou un mouvement est anti-système, les autres se coalisent au deuxième tour, ce qui fait que dans le cadre de duel, il est quasiment impossible, on l'a vu à Hénin-Beaumont par exemple, mais dans d'autres circonscriptions également, de l'emporter. C'est très exact, Jérôme Bourbon, puisque en Grande-Bretagne, en prenant ce système qui est théoriquement très inégalitaire, c'est un scrutin pour les auditeurs, il y a un seul tour. Et c'est celui qui est arrivé en tête qui est élu. Au scrutin britannique, le Front National aurait eu plus de députés qu'il n'en a. Je crois qu'il en aurait eu 5, je crois. Voilà. Donc c'est 5, oui. On dit toujours que le système anglais est encore plus dur que le système français, ce qui est faux, on s'en rend compte parfaitement. Le deuxième point, c'est que c'est un petit peu le cas de François Bayrou, c'est lorsque l'on n'est pas intégré à un camp. Ça avait été le cas d'ailleurs, c'est une mésaventure qui est arrivée à Jean-Pierre Chevènement il y a 10 ans à Belfort, alors qu'il était très implanté dans cette ville dont il était l'édile. Eh bien, il a perdu aux législatives parce que son électorat traditionnel de gauche et de centre-gauche ne comprenait plus sa position de la droite ou de la gauche, etc. Et c'était la même chose pour Bayrou, qui avait un électorat centriste, démocrate chrétien et de centre-droit, et même de droite, puisqu'il représentait tout le spectre politique, puisqu'il avait le soutien de l'UMP à l'époque. Eh bien, cette politique de centre-droit et de droite, eh bien, il a été battu. J'avoue que je ne pleurerai pas sur Bayrou, parce que la trahison à laquelle il s'est livré 2 jours avant le second tour de l'élection présidentielle, ce qui ne permettait pas de répondre à Sarkozy, et quand même, on voit ce qu'on veut de la droite parlementaire, hein. On l'a assez critiqué, moi je n'ai jamais voté pour elle, je ne voterai jamais pour elle, mais quand même, je veux dire, il a fait toute sa carrière à droite, il a été ministre de Balladur, de Chirac, combien de fois l'UMP et le RPR et l'UDF avant lui ont donné des investitures, et c'est la fin d'un hold-up, et d'un hold-up assez scandaleux, c'est-à-dire que c'est un mouvement de centre-droit, que par arrivisme, par le fait qu'il n'ait pas voulu, et ça on peut comprendre qu'il n'ait pas voulu se fondre dans l'UMP, d'abord chiracienne et Sarkozy, ça on le comprend, mais ce qu'on comprend moins, c'est que par, comment dirais-je, de toute façon le centre indépendant ça n'existe pas, et lorsqu'il se sépare de la droite, il tend toujours vers le sinistrisme, vers la gauche. Bon, or ça ne marche pas en France. Il a tenté l'extrême centre. Voilà, exactement. Et donc, de plus, n'oublions pas quand même les propos assez scandaleux qu'il avait tenus par la campagne présidentielle en essayant d'attaquer et Sarkozy et le Front National lorsqu'il y a eu l'affaire de Toulouse. Hein, c'est le seul à s'être précipité de cette façon-là. À chaque fois qu'il y a un discours un petit peu droitier qui est tenu, il joue au vierge effarouché. Celui qui se dit catholique, etc., n'est pas du tout opposé au mariage homosexuel, etc., etc. Donc je dirais que c'est dommage parce que c'est quelqu'un qui a un certain talent, qui est agrégé de lettres, qui avait dit des choses intelligentes il y a une vingtaine d'années dans un livre sur la décennie des malappris. Mais c'est vrai qu'une fois qu'il a été ministre de l'Éducation nationale,
Peut-être ne l'avait-il pas écrit. Là, j'ai appris dernièrement le nom de l'auteur d'Henri IV. Ça, c'est assez fréquent, oui, c'est sûr. Mais une fois, il a été ministre. L'homme des discours de Sarkozy, qui est formidable. Une fois qu'il a été ministre, il a co-géré l'éducation nationale avec le SNES, de Monique Vuaya à l'époque. Par conséquent, si on juge l'homme à travers ses réalisations, à travers son parcours, c'est un désastre absolu, quoi. Et c'est d'autre part une trahison du mouvement politique dont il avait hérité, me semble-t-il. Alors, je suppose que vous le faites ressortir dans Rivarol. Il me semble que vous en avez parlé la semaine dernière, mais je crois que c'est quand même un élément à noter également. C'est qu'en fait, il n'y a qu'un député nationaliste élu avec plus de 50%. C'est Jacques Bompard. C'est Jacques Bompard, et qu'on peut féliciter réellement, même si. Et là, c'est l'implantation locale, c'est la force de l'implantation locale. Qui a décidé, moi je me souviens très bien, j'étais allé le voir dès qu'il avait été, enfin je le connaissais avant, mais j'étais allé le voir dès qu'il s'était installé, qu'il avait pris le contrôle de la mairie d'Orange. Il a commencé par embaucher un certain nombre de gens sérieux, qui ont fait un travail aussi bien pour les affaires sociales, pour la culture, pour la santé, pour les cultes, etc. La mairie était solidement tenue, il savait ce qu'il voulait faire, il s'est implanté, il s'est fait réélire, alors qu'il avait même d'ailleurs en général les candidats Front National. Encore cette fois-ci d'ailleurs. Il s'est développé, il a réussi après à prendre le contrôle de la mairie de Bolène. Par le biais de son épouse. Par le biais de son épouse, avec André Yveck, avec des gens, etc. Le conseil général, de 2 sièges au conseil général. Très habilement, il a accepté que le suppléant de Marion Maréchal soit un membre de la Ligue du Midi avec lequel il est lié. Et sans réciprocité. Sans réciprocité. Ligue du Sud, pas Ligue du Midi. Ligue du Midi, c'est Richard Soulier. Excusez-moi. Ligue du Sud. Excusez-moi, Ligue du Sud. Et je trouve que c'est un exemple qu'on peut saluer. Tout à fait. Parce que c'est, en partant de l'hypothèse que le Front National pourra jamais, parce qu'il me paraît être une hypothèse de base, que le Front National ne pourra jamais arriver au pouvoir seul, par un raz-de-marée extraordinaire. Ça, c'est sûr, c'est certain. Il faudra nécessairement faire un travail local pour pouvoir se développer, de manière à pouvoir négocier. Je pense qu'il est plus facile de négocier des listes, par exemple, qui fusionnent au second tour pour des mairies, et puis ensuite passer peut-être au niveau des législatives. Mais on peut pas sauter toutes les étapes dès le début. Donc il faut espérer que maintenant que le Front National a quand même engrangé, maintenant va pouvoir survivre. Le grand problème du Front National, depuis 2007, ils avaient plus d'argent. Oui, c'est fini. 6 millions d'euros par an pendant 5 ans, 30 millions d'euros. Donc ils ont de quoi faire. Donc j'espère que le Front National va avoir les moyens de développer puisqu'ils ont à peu près 50 000 adhérents, vont pouvoir se restructurer sur l'ensemble de la France pour se développer. Parce que c'est le seul système, et on le voit bien, qui a été très efficace. On a un exemple avec Jacques Bompard. Alors, ce qui est intéressant à noter, c'est qu'effectivement, les 3 élus du Front National sont élus en triangulaire. Contrairement à ce qui s'était passé d'ailleurs les rares fois où il y avait eu des élus députés au scrutin majoritaire de Tours, où là curieusement c'était dans des duels. Ça avait été le cas pour Yann Pia en 88 à Toulon, pour Marie-France Tirbois en 89 à Dreux et pour Jean-Marie Le Chevalier en 1997 à nouveau à Toulon. Or cette fois-ci, ces 3 triangulaires, on peut penser que s'il s'était agi de duel, sauf sans doute dans le cas de Collard où je pense qu'il serait passé quand même en duel. Bon, mais dans les 2 autres cas, on peut penser que dans l'autre cas, on peut penser que ça n'aurait pas été, dans le cas de Marion Maréchal-Le Pen, je pense qu'elle aurait eu du mal à passer en duel, même si sa performance personnelle est tout à fait remarquable, puisque dans cette circonscription, la participation est très forte, beaucoup plus forte que la moyenne nationale. Elle a progressé entre les 2 tours, alors qu'elle a baissé ailleurs en France de 4 points. Et je pense qu'il y avait un certain rejet du député sortant qui était là depuis 30 ans. D'ailleurs, je constate qu'il y a un certain nombre de gens qui étaient députés depuis 30 ans qui ont été éliminés. Jack Lang, par exemple. Il y a toute une série de. Mais il changeait beaucoup déjà conscription. Il est vrai. Mais il y a un phénomène d'usure aussi qui s'est manifesté. Par exemple. Eric Raoult également, ça me frappait tout à fait, 88. D'ailleurs, il en a fait une crise cardiaque. Mais néanmoins, encore un mot peut-être sur les résultats du Front National. Comme je l'avais dit à plusieurs reprises ici, au risque d'apparaître comme trop pessimiste, eh bien, on constate que ce qu'on avait vu lors des dernières présidentielles et des dernières législatives s'est reproduit, c'est-à-dire que le Front perd 3, 4, 5 points entre les 2 scrutins, du fait d'une part
de la baisse très forte de l'abstention. Effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, les couches populaires ne vont pas voter, et du manque d'enracinement local qui fait qu'il y a une prime pour le député sortant, qui est souvent aussi conseiller général ou maire ou adjoint au maire, etc. Et d'autre part, je constate que si c'est un résultat qui est honorable, ça n'est pas un résultat exceptionnel, puisque à des législatives, le Front fait déjà plus dans le passé. 97, il faisait 15%, et à 2 reprises, il s'est maintenu dans plus de circonscriptions. Oui, 85 en 93, 133 en 97, 61 cette fois-ci. Et il y avait plus de ralliements, pardon Emmanuel, il y avait plus de ralliements aussi de la part de gens du RPR et de l'UDF en 97 que cette année. Ah mais on a l'impression que le cordon sanitaire à une large constitutionnelle est toujours aussi efficace qu'avant, contrairement même à s'il craque un peu, Terra Nova, etc. Non, je vous assure, par rapport aux années 80 ou 90, il a régressé. Il a réellement régressé. C'est plus du tout ce qui se passait dans les années 80 et 80. En revanche, bon, il y a un point, je pense, qui est très positif. Moi, j'ai repris les anciennes élections, pas absolument partout, mais dans un certain nombre d'endroits, il se produit le phénomène un peu comme au cantonal l'année dernière, c'est-à-dire que le Front National progresse énormément au second tour, là où il est présent. Donc frôle la victoire. Par exemple, je pense Philippot, par exemple, a fait 46. Ravier également. Ou dans les Bouches-du-Rhône, Ravier, absolument. Donc des endroits 49-01. Voilà, donc vraiment, on sent que la victoire n'est pas loin pour l'emporter. Mais elle n'est pas là quand même. Parce que c'est pas la première fois. Je me rappelle dans les Bouches-du-Rhône en 88, il y avait plusieurs candidats, dont Jean-Pierre Stirbois, Maigret, qui avaient plus de 49% et qui étaient très loin. Et j'ai remarqué souvent, je m'y intéresse beaucoup depuis plus de 20 ans. Eh bien, je constate que malheureusement, à chaque fois qu'il y avait un espoir de ce côté-là, souvent c'est 49, 49,5. C'est très rare, c'est vraiment exceptionnel de passer la barre des 50. Et quand elle est passée, souvent le candidat est invalidé. C'est le cas pour le Chevalier. On le voit bien pour les cantonales, là. Et pour le cantonal aussi, où un des deux candidats est invalidé. Voilà. Mais un des problèmes, c'est qu'aussi la structure de la population française s'est largement modifiée depuis le début des années 80. Alors, vous avez un certain nombre de messages. J'en ai deux. Je voudrais faire une petite remarque en ce qui concerne Jacques Bompard. C'est vrai qu'il avait contre lui un candidat FN, c'est tout à fait exact, mais ceci dit, il avait reçu le soutien de pas mal de gens du FN, et en particulier, il avait le soutien du conseiller général, le seul conseiller général de France, Jacques Bassot. Donc c'est quand même à souligner. Également une autre remarque, si vous me le permettez, qui est peut-être une remarque d'espoir, parce que parmi les tranches de population dont vous avez souligné la large abstention, il y a celle de la tranche des 18-24 ans, avec 64% d'abstention au premier tour et 66% au deuxième. Et pour ma part, je trouve que c'est un signe d'espoir pour Marine Le Pen, parce que il faut savoir que cette tranche des 18-24 ans est une tranche très favorable à Marine Le Pen, cette tranche porte Marine Le Pen en tête parmi l'ensemble du spectre politique. C'est un gros problème, puisque si elle lui est favorable mais qu'elle s'abstient, oui, il faut peut-être effectivement. On en revient toujours à ce problème de l'enracinement de terrain. Je parlais lundi après-midi, je crois, avec Steve Briouat, donc qui est le secrétaire général du Front National, et au sujet d'une question sur le Front National en Alsace. Et il me disait qu'ils vont lancer un grand programme d'audit dans l'ensemble des fédérations pour voir justement quels sont les cadres valables et les cadres moins valables. Et ça me semble effectivement tout à fait nécessaire, parce qu'aujourd'hui, finalement, les fédérations du Front National sont des déserts militants, réellement. Hein. Ils ne se bougent que pour les grosses élections, que pour la présidentielle. Ils sont jamais premiers de la scission maigretiste de jamais. Oui, citez-moi un parti où le désert militant n'est pas vraiment très prégnant. C'est pas. Je crois qu'il y a une crise du militantisme en France, tout parti confondu. Ah bah écoutez, il y avait quand même une vraie structure militante du Front National, en tout cas jusqu'en 99. Et puis effectivement, c'est cette fameuse anecdote qui a eu lieu récemment entre Louis Alliot et Nicolas B, si j'en crois le site d'information Nouvelles de France, qui a été repris par le Figaro Magazine. C'était juste avant le premier tour des législatives, je crois. Nicolas B faisait valoir qu'effectivement il y avait un désert en termes de cadres, en termes de candidats valables. Tous ces gens qui au cantonal ont avancé avec la tête de Marine Le Pen parce qu'ils ne pouvaient pas montrer la leur, parce qu'ils étaient des nonagénaires à l'hospice, ou des étudiants de 19 ans, ou des gens qui n'avaient vraiment aucune capacité à mener campagne. Et Alliot lui répondait « Ah bah oui, mais ça on sait très bien d'où ça vient, c'est la crise maigretiste ». Ce à quoi Nicolas B a dit « Ça veut donc dire que pendant 14 ans vous n'avez rien fait ». Bon,
Mais c'est vrai, il y avait une vraie structure militante jusqu'en 99. Elle a totalement disparu. Maintenant, Steve Briouat dit qu'ils vont la recréer. Il est temps. Il est vraiment temps. Parce que il leur manque des candidats. Moi, il y a des gens que j'aime bien. Il y a Julia Abraham en Alsace, qui est une fille remarquable. Elle a 19 ans. Elle était candidate à la députation. Ça veut donc dire qu'il n'y avait personne de 40 ans en mesure de se présenter. C'est Marion à 22 ans, où est le problème? Attendez, le problème c'est qu'à 22 ans, quand on débarque à l'Assemblée, on se fait bouffer. Je suis désolé, mais c'est un fait. Et réellement, un des gros problèmes, bon, je suis ravi que Marion Maréchal Le Pen soit élue. Vous vous rendez compte, quand vous êtes étudiant en droit, vous n'avez pas encore de diplôme, vous vous retrouvez député, ça veut dire que vous allez passer, sauf problème, éventuel 5 ans au minimum à l'Assemblée nationale, et donc que vous allez reprendre, si jamais vous n'êtes pas vie élu, normale, à 27 ans, vous allez vous retrouver avec des étudiants, et quand vous avez été député déjà Front National... C'est une excellente école. Et vous vous retrouvez, en licence en droit, ou en maîtrise de droit, dans une faculté. C'est extrêmement difficile. Oui. Mais elle a de fortes chances d'être élue dans 5 ans. Moi, je la vois là pour 30 ans. Je veux dire. Non, mais la circonscription est très favorable. C'est très possible. Elle peut être là pour 30 ans. Ce n'est pas ce que je dis. Ah ben c'est pas facile. C'est pas facile. Et pour une jeune fille, par exemple, de 19 ans ou de 18 ans qui est élue, c'est un jeune homme, c'est très difficile pour eux, parce que de s'insérer aussi vite dans la vie politique, ça veut dire que s'ils continuent pas dans la vie politique après, ils vont se retrouver avec quoi? Absolument. Et puis encore une fois, là, je voyais ça récemment. C'est ce que je disais d'ailleurs à Marion Le Pen lors d'un entretien qu'elle nous a donné donc pour Minute. Elle risque fort de se retrouver côte à côte, et c'est arrivé d'ailleurs par les lois de l'ordre alphabétique. Elle s'est retrouvée à côté d'un type comme Thierry Mariani, le patron de la droite populaire, qui est ministre sortant, qui a 5 mandats derrière lui. Comment voulez-vous qu'elle tienne le coup face à des gens pareils ou face à des hommes de gauche? Alors, et ce qui est très beau, c'est que Collard est à côté de Copé. Oui. Et on voyait la tronche qu'il faisait aujourd'hui. Sur le net, on avait des photos qui étaient très parlantes. Cela dit, vous savez, électoralement, je ne sais pas si c'est tellement ça qui compte, parce que les gens votent davantage pour une une personnalité. Pour une personnalité. Bon, je pense. Oui, mais après, il faut agir au sein de l'Assemblée. C'est-à-dire, il faut intégrer les commissions, il faut savoir manœuvrer. Ne parlez pas ensemble en même temps. Oui, mais les non-inscrits n'ont quasiment aucune, aucun pouvoir, aucune influence, ne s'expriment quasiment jamais. Donc je suis pas sûr que ce soit un handicap si majeur que ça dans son cas. Mais ce qui est intéressant pour ceux qui ont pu regarder la chaîne parlementaire, donc c'était l'ouverture de la session. Donc en tant que Benjamin, elle était secrétaire, enfin je sais pas, elle n'était pas présidente, c'était le doyen d'âge, je crois qu'elle était secrétaire, donc elle vérifiait les installations. Et ce qui était très intéressant, c'est de voir qui lui a serré la main ou qui lui a pas serré la main. Madame Kosciusko-Morizet ne lui a pas serré. Oui, mais il y a eu un certain nombre de gens qui ont été très corrects. Guéant a serré la main de Marion Le Pen. Et c'est intéressant parce que c'est ce genre de détails où on voit un petit peu comment vont se passer les choses par la suite. Voilà. Alors, Pascal, vous n'êtes pas intervenu pour le moment. Est-ce que vous voulez, je sais pas, qu'est-ce que ça vous, je pense que vous êtes plus, un peu plus théoricien ou en sciences politiques. Cette abstention qui ne cesse d'augmenter, est-ce que ça rappelle d'autres pays? Qu'est-ce que ça augure de la démocratie? Non, moi, ça me fait penser à des analyses qui étaient faites depuis déjà un peu plus d'une décennie, à savoir que le système actuel est en train de créer aussi une sorte de désert mental. C'est-à-dire qu'en fin de compte, une bonne partie de la jeunesse désapprend les grands récits des Lumières, les grands récits fondateurs de notre belle République. Paradoxalement d'ailleurs, parce qu'en fait, on s'aperçoit que dans notre système dit éducatif, malgré le bourrage de crâne que l'on peut faire, non seulement dans les cours d'éducation civique, mais à travers aussi les choix et les auteurs étudiés dans d'autres matières, comme le français ou même les langues vivantes, on s'aperçoit que la sauce ne prend pas vraiment et qu'en fin de compte, une bonne partie de cette jeunesse désapprend les grands récits fondateurs de notre République, et puis aussi, bien entendu, comme Henri y faisait allusion tout à l'heure, on assiste à une désaffection de toute forme de militantisme, d'engagement pour une cause, pour un idéal collectif, même s'il y a encore quelques petits bataillons qui se précipitent, notamment dans certaines structures de l'extrême gauche, ou alors qui sont un petit peu on va dire bien vus au sein du collège et du lycée dans le système actuel. Mais c'est vrai que globalement il y a une certaine désaffection assez massive, et peut-être qu'une bonne partie de ces jeunes qui ont pu voter
le font effectivement, d'après ce qui ressort de certains sondages, dans la direction du Front National. Il y a une certaine radicalisation. On pourrait presque penser que une bonne partie de ces jeunes ont voté, je ne dirais pas massivement, mais en tout cas largement pour Marine Le Pen, hein, dans le pourcentage de ceux qui sont exprimés. Ce qui n'est peut-être pas tout à fait négatif, en fin de compte. Non, c'est certain, ça laisse même espérer du désert scolaire, quoi. Parce que finalement, on se dit que ce sont sûrement les si on n'arrive plus à les éduquer, voilà, on sera plus motivé pour voter Front National aux 2 tours. Ne parlez pas tous les deux en même temps. Oui, Emmanuel, vous avez raison. Voilà. Alors, pour les auditeurs qui pourraient s'inquiéter, je voulais le rapporter parce qu'il y a une petite information. Parce qu'il y a des informations assez diverses qui circulent sur Internet. Et souvent, c'est ce qu'on appelle un peu alors, comme on n'a pas le droit de le dire. Canulars. Des canulars. Pour ne pas dire un hoax. Voilà. Bon, le petit cochon est là, mon cher. Voilà. Donc, c'est à propos de l'indemnité que peuvent toucher les députés qui n'ont pas été réélus et qui, cas exceptionnel, parce que ne font pas partie de la fonction publique. Mais ça arrive. Voilà. Donc, ça s'appelle l'ARE, allocation d'aide au retour à l'emploi. Très très beau. Donc là, comme ils ne relèvent pas du régime de Pôle emploi, ils touchent, les parlementaires, donc ne relevant pas du régime de Pôle emploi, touchent une prestation spécifique qui a été adoptée par l'Assemblée nationale. Donc, si ça peut vous intéresser, parce que j'ai eu des chiffres, donc après les élections législatives de 2007, c'est-à-dire où il y a eu une nette majorité UMP à l'Assemblée nationale. Donc une trentaine de députés ont bénéficié de ce qu'on appelle l'ARE, et pour un montant global de 630 000 euros. Donc début 2008, il n'était plus qu'une quinzaine et il y a eu 300 000 euros à peu près. Puis il n'y en avait plus que 4 en 2009 et 2 en 2010. C'est-à-dire que quand même 4 ans après, il y avait encore 2 députés qui étaient au chômage. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'un député peut toucher l'ARE théoriquement pendant 3 ans, avec une allocation dégressive qui passe de 100% de l'indemnité les 6 premiers mois. Il touche quand même 5 514 euros. Ça passe à 70% pour le deuxième semestre, 50% au troisième semestre, et enfin 20% pendant les 6 derniers mois qui sont à 1 102 euros. Mais ce qu'il faut savoir également, c'est que vous pouvez cumuler avec vos indemnités d'élu local en parallèle et des revenus du patrimoine. Donc on se rend compte que ne vous inquiétez pas trop quand même pour les députés qui ont perdu leur siège à l'Assemblée nationale, ils ne seront pas ni à la rue ni à la soupe populaire demain. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous pensez du... Jean Bourbon, qu'est-ce que vous pensez, ou Henri, vous pensez de la composition du gouvernement actuel qui a déjà été retouché. D'abord, 38 au lieu de 34, effectivement. D'abord, on constate que... ministre, bien sûr. On constate qu'il y a la différence de 1997, où il y avait une coalition rose-rouge-verte. Cette fois-ci, le rouge n'est pas mis, si j'ose dire, puisque Jean-Luc Mélenchon et son front de gauche ne sont pas représentés. J'ajoute que le fait que le Parti communiste, puisqu'au fond c'était des candidats communistes qui ont été élus ou réélus au second tour des législatives, le fait qu'il n'y en ait eu que 10... Oui, donc il n'y a qu'un élu front de gauche. Voilà, qu'un élu et 9 et tous les autres, je crois, sont des communistes. Tous les autres sont des communistes, donc ils ont tondu le parti de gauche. Oui, ils ont été très habiles. Le parti en effet. Excusez-moi, ils ont utilisé Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle, mais pour un peu freiner leur hémorragie, parce qu'il n'empêche qu'ils ont une véritable hémorragie, ils n'ont pas fait la part belle au front de gauche, ils ont tendance à reconduire à peu près tous les sortants qu'ils avaient dans les circonscriptions. Savez-vous que c'est le nombre le plus réduit de députés communistes depuis le début de la Ve République? Il faut remonter aux élections législatives de 1958, après le retour au pouvoir du général de Gaulle, où au scrutin majoritaire à 2 tours déjà, il n'y avait eu que 10 députés communistes élus. Donc ça c'est un élément important. En perdant des vrais bastions, comme la Seine-Saint-Denis. Et de ce point de vue, ça va quand même être intéressant parce que on peut penser que le front de gauche, n'étant pas représenté au gouvernement, plus les mois avanceront, plus il sera tenté d'aller vers une opposition de gauche. Il y a tout intérêt électoralement, et comme on peut penser que la popularité du président de la République, de son Premier ministre, resteront temporaires, eh bien là ils peuvent souffler sur les braises. Le fait par exemple qu'il n'ait augmenté le SMIC que de 2% le 1er juillet, on voit qu'il n'y a vraiment aucune
une volonté de faire un geste vis-à-vis de l'électorat de gauche et même plus généralement vis-à-vis des classes populaires. C'est très net, on voit très bien que la gauche ne va pas faire du social, en revanche, elle va faire du sociétal. Ça, elle sait faire, ça coûte pas cher, ça coûte cher quand même aux finances, mais c'est pas difficile à faire politiquement pour elle, c'est-à-dire le mariage homosexuel, la légalisation de l'euthanasie, des drogues, ça elle sait faire. Le droit de vote des étrangers, ce sera un peu plus compliqué puisque, on le sait, la gauche n'a pas la majorité nécessaire puisqu'il lui eût fallu les 3/5 du Parlement. Or, il lui manque environ 30 à 35 voix selon les comptages. Cela dit, il n'est pas impossible que certains centristes et même certains UMP parce qu'en conscience, ils sont d'accord avec cette position-là, votent une telle disposition. Oui, déjà, je sais qu'il y a des discussions, déjà sur la question du vote des immigrés. Ils ont déjà entrepris des pourparlers avec certains élus UMP, je dirais genre Nathalie Kosciusko-Morizet, susceptible de, dans un grand élan de fraternité, de voter à la gauche sur cette question qui transcende les partis. Voilà. Alors il faut espérer dans ce cas que les partisans de quelqu'un comme Manuel Valls puissent s'y opposer, parce que pour le coup le ministre de l'Intérieur est opposé apparemment au droit de vote des étrangers, notamment parce qu'il pense que ça permettrait, alors ça me semble illusoire, une union des droites. Bon, je crois que là, il se met le doigt dans l'œil. Je crois que la scandaleuse couverture de l'Express d'aujourd'hui... Ah oui, tout à la gloire de Valls. Valls est-il de droite ? C'est Valls... Ah oui, le socialiste de droite. Le socialiste de droite, c'est absolument extraordinaire. Il suffit de voir ce qu'il a fait dans sa commune pour savoir que c'est absolument pas quelqu'un de droite. Oui, ça c'est certain. C'est de la pure communication. Encore au Grand Orient de France... C'est vraiment son conseiller, c'est Alain Boer, qui a été une calamité. C'est l'homme qui explique qu'il faut enlever les policiers mais mettre des caméras de surveillance, comme si les caméras de surveillance allaient empêcher les violeurs de passer à l'action. Non, mais ça fera bien vivre les sociétés de surveillance. Le marché est très important, est très juste. Voilà. Donc véritablement, on sent que j'ai l'impression que Christophe Barbier se cherche un emploi, sachant que l'Express est en mauvaise position. Donc il a l'intention de rebondir ailleurs, et donc il est en train de faire des ouvertures à la gauche, exactement comme il avait été flagorneur avec l'Élysée, en particulier avec son épouse. Oui. Alors, là, ce que disait Jérôme Bourbon me semble tout à fait juste, c'est-à-dire que la gauche a décidé, mais on le savait, j'allais dire, c'est la mise en application de la stratégie de la fondation Terra Nova, donc qui s'appelle la fondation progressiste, mais qui n'a plus rien à voir, enfin qui ne veut plus du tout sauver ou protéger les classes populaires françaises, mais qui veut au contraire séduire les niches communautaristes, qu'elles soient ethniques, sexuelles, religieuses, voire consuméristes en tout genre. En gros, ils veulent effectivement valoriser le mariage, ils veulent favoriser le mariage homosexuel, et ils veulent favoriser tout ce qui permettra comment dirais-je, de faire avancer et croître les communautés immigrés, musulmanes, etc. C'est vraiment leur programme, ils le mettent en place. Je pense qu'ils jouent mal avec les communautés homosexuelles parce qu'ils ne se reproduiront que très peu. Oui. Donc, en revanche, les musulmans ou une partie des immigrés, évidemment, sont hostiles, n'ont pas ce genre de problème. Donc, évidemment, l'électorat devrait continuer. Vous voyez la parité, messieurs. Voilà. Il faut écouter notre nouvelle ministre, Madame Vallaud-Belkacem, pour nous dire qu'en fin de compte, l'impératif de la parité devrait être de rigueur dans tous les domaines, pour tous les ministères et dans toutes les administrations. Là, la chape de plomb de cet impératif va se faire entendre dans les mois à venir. Le Front National n'aura pas de problème, je crois que c'est le seul parti qui n'aura pas de problème en l'occurrence, c'est qu'elle a demandé qu'on supprime tous les versements de fonds pour la vie des partis, aux partis qui n'appliqueraient pas rigoureusement la parité à chaque élection. Apparemment, je crois que les deux plus pénalisés dans ce cas seraient l'UMP et le PS. Oui, c'est ça. Alors Henri, vous vouliez intervenir en particulier sur un point intéressant qui est Vincent Payon. Oui, mais peut-être d'abord Emmanuel Valls, puisqu'on vient d'en parler. Ouais. Je ne sais pas si vous avez lu l'entretien qu'il a accordé au Monde daté du 28 juin, c'est-à-dire de demain. C'est un monument de Valls, l'hésitation, excusez-moi du mauvais jeu de mots. Le Monde lui pose la question à propos des régularisations plus amples.
que celui du gouvernement Fillon, qui était environ de 30 000 par an. Et là, il dit aujourd'hui, la situation économique et sociale ne permet pas d'accueillir et de régulariser autant que certains le voudraient. Donc, on se dit, c'est un coup de frein vers l'immigration. Par ailleurs, il dit qu'il faut des critères concernant les régularisations. Et il dit, ces critères ont été interprétés de manière beaucoup trop restrictive par le gouvernement Sarkozy. Donc, accélération. Voilà. Donc, on est entre deux feux. Après, à la question du monde, allez-vous revoir la politique des titres de séjour pour les étrangers en situation régulière? Il se montre assez laxiste. Le droit au séjour doit être rendu plus simple et plus lisible. Et immédiatement après cette phrase-là, qui est une accélération de l'immigration, il ajoute ce qui ne veut pas dire moins exigeant. Non, mais c'est de l'enfumage. Et on est jusqu'à la fin de l'entretien qu'il a donné au Monde. Donc aujourd'hui, on est dans le nini, dans le un coup j'avance, un coup je freine, un coup je recule, etc. C'est un ministre, je ne sais pas trop où est-ce qu'il est de droite comme le prétend l'Express, j'en sais rien. Ne vous inquiétez pas. Mais en tout cas, je ne suis pas sûr qu'il soit spécialement de gauche non plus. Je crois que il va peut-être détonner dans l'ensemble de la politique. Un bon valseur, en fait. Alors ça, je pense que vous faites une totale illusion sur lui. Si vous avez lu les portraits, il n'y a aucune illusion à se faire sur ce personnage. Valls est un homme de gauche. Et il restera de gauche. Il a été placé là pour un certain nombre de raisons, notamment parce que la gauche a des problèmes. Tout le monde sait que la sécurité viendra pas de la gauche. Et donc on l'a mis là parce qu'il présentait un peu mieux que les autres, etc. Mais il n'appliquera aucune des mesures dont il parle, bien évidemment. Et ça continuera même exactement de la même manière qu'avant. Il termine, écoutez, en disant, il est vrai qu'il n'y aura pas de régularisation massive des sans-papiers. Et avec cette phrase, être de gauche, ce n'est pas régulariser tout le monde et non, mais c'est très simple. Et bien sûr, oui, mais le problème, c'est ce qu'il dit. On pourra opposer ça. Mais oui, mais non, mais c'est absolument pas ça. Ils ont déjà indiqué ce qu'ils allaient faire. Je l'ai publié dans Fait Documents. Il y avait même un courrier de François Hollande qui explique qu'à partir du moment où une famille, où des immigrés clandestins ont des enfants, ils seront automatiquement régularisés. Ils ne sont plus expulsables. Alors je veux bien qu'il y ait un certain nombre de gens qui arrivent sans enfants, mais quand on dit que les régularisations ne vont pas être massives, à partir du moment où maintenant on sait très bien que c'est pas une immigration de travail, mais une immigration familiale, de peuplement où des gens se déplacent en passant par la Turquie puis la Grèce, ça va être par centaines de milliers que les gens vont être régularisés. Et puis c'est aussi une immigration de trafic. Il n'y aura plus non plus de rétention pour les immigrés clandestins, c'est plus un motif pour être retenu. Et encore une fois, c'est une immigration de trafic, c'est-à-dire que ça dépend ça fonctionne avec des filières illicites et les gens font tout pour que ça colle. C'est-à-dire si on leur dit il faut une immigration maintenant avec des enfants, eh ben on casera un enfant dans les bras d'une maman et elle traversera la Méditerranée dans son frigo et puis elle partira avec un gosse. L'exemple type avait été la loi que Nicolas Sarkozy avait demandé de voter et puis finalement qu'ils avaient retiré au dernier moment sur les empreintes génétiques qui permettaient, parce que tout le monde sait très bien qu'effectivement il y a un certain nombre de personnes qui arrivent en disant c'est notre enfant et c'est absolument pas leur enfant et ils deviennent inexpulsables. Je crois qu'il faut se faire, on verra dans quelques mois, mais ne vous faites aucune illusion sur Manuel Valls. Pour moi, c'est un leurre. Bien sûr, mais il joue sa partition, comme dans, alors on ne doit pas dire ça sur Radio Courtoisie, mais comme dans un casting. C'est-à-dire que le casting est un peu moins grossier que celui qu'avait fait Sarkozy, mais il joue la partition de l'homme plutôt de droite, raisonnable, au sein d'un groupe, d'un gouvernement très... Voilà, c'est ça, c'est le Clémenceau, c'est ce que disait l'Express, là, c'est l'homme de gauche à poigne, voilà, mais ça n'a aucun sens. Je vais juste vous donner un exemple. Vous voyez, l'ensemble de la presse a présenté, j'ai fait un petit portrait là dans le prochain numéro de Fait Documents, on a présenté Pascal Durand. Donc Pascal Durand, c'est le nouveau patron des Verts qui remplace Cécile Duflot. Donc on vous explique que c'est un hulottiste. Alors je sais bien qu'il y a la hulotte, enfin hulottiste c'est peut-être un peu osé, tout simplement parce qu'il avait rejoint en 2006, parce qu'il pensait que Nicolas Hulot serait candidat en 2007, ce qui n'a pas été, il l'avait rejoint à la demande d'un ami. Mais il n'a jamais partagé aucune des positions de Nicolas Hulot. Bon. On le présente comme quelqu'un qui est un modéré. Donc dans toute la presse en disant c'est quelqu'un à modérer, c'est plus comme avant chez les Verts, ce sont des gens qui deviennent sérieux, on sent qu'ils sont en prise avec le pouvoir, etc. Ils l'ont démontré. Moi j'ai fait une petite biographie que je vais développer plus par la suite. Vous vous rendez compte que sa mère était permanente communiste.
C'était la patronne de l'Union des femmes françaises au niveau national. Elle était responsable du Parti communiste pour le sud de Paris. Son père était le patron des Jeunesses communistes de Nice. Lui-même a commencé au Parti communiste. Après, il s'est retrouvé chez les anarchistes autonomes à l'organisation communiste libertaire, à l'intérieur de laquelle il a milité pendant des années. Et dans un entretien que j'ai réussi à retrouver, il se vante d'avoir agressé, évidemment, dans la lutte antifasciste des militants du Front National. Bon, c'est quelqu'un que la presse, aujourd'hui, y compris le Figaro, nous présente comme un modéré. Manuel Valls, c'est exactement la même chose. On va avoir ce qu'on appelle de l'enfumage en permanence, et c'est vraiment un jeu de rôle avec le bon flic et le mauvais flic qui est chargé de faire avouer les gens. On va vous dire, non, mais vous savez, dans le gouvernement, il y a des gens modérés. Vous savez, François Hollande fait tout ce qu'il peut. François Hérault fait tout ce qu'il peut. Jean-Marc Ayrault fait tout ce qu'il peut pour éviter les extrêmes. Mais quand vous prenez la biographie, moi j'ai commencé à faire les biographies des nouveaux élus et des nouveaux ministres, en partie les ministres, la plupart, tous les jeunes, ils sont issus de l'extrême gauche, des trotskistes, de SOS Racisme, de l'UNFID, etc. Ils ont choisi le PS pour faire carrière ensuite, mais ils ont exactement gardé leurs idées, comme Edwy Plenel a gardé toutes ses idées de la Ligue communiste pour prendre le contrôle du monde et ensuite monter Mediapart. Oui, c'était à l'époque la génération Julien Drey, Christophe Cambadélis, Isabelle Thomas, à la fin des années 80, après le mouvement des grèves qui avait été lancé, à l'époque de l'affaire de Hackey notamment. Et ce que vous dites, Emmanuel, sur cette histoire qu'on va nous raconter, c'est tout à fait ça, parce que ça correspond en plus à des logiques extrêmement répandues dans ce qu'on appelle le marketing politique. C'est-à-dire, on doit valoriser non pas la réalité, mais des arguments permettant d'asseoir une imagerie. C'est ce qu'on appelle le storytelling. C'est-à-dire, on raconte une belle histoire. Ah, et là, on raconte une belle histoire. Un scénario, non? Oui, on raconte des histoires. Oui, mais ça n'est pas exactement. Mais disons que dans les termes du marketing politique, on appelle ça storytelling. Alors, je suis désolé, mais au moins ça a le mérite d'être compréhensible immédiatement par tout le monde. Bon. En tout cas, voilà, c'est exactement comme ça que ça se passe. Quelle que soit la réalité, on plaque sur cette réalité une histoire que l'on veut faire passer dans la tête des électeurs via les médias. Ce qui montre une chose, c'est que les médias ne sont plus des organes d'information, mais des organes de communication. Ça, c'est tout à fait intéressant, parce que qui sont les conseillers et les proches des politiques d'aujourd'hui, si ce n'est des gens qui travaillent à Euro, RSCG, etc. Ce sont tous des communicants. On est en plein dans la communication. Et sinon, ce sont des journalistes comme Valérie Trierweiler à Paris Match. Vous imaginez bien que cette femme, elle a une vraie influence sur la manière de raconter la vie politique du Parti socialiste. Et donc, si ce n'est plus elle qui le raconte, parce qu'on l'aurait mis au service culture, elle garde quand même les réseaux et les techniques de ce récit, quoi. C'est évident. Donc ils vont nous raconter n'importe quoi. Voilà. De toute façon, là, par exemple, un exemple qui est typique, donc qui est en négociation aujourd'hui, avec dans quelques jours le sommet, le dernier sommet avant la crise, en fait, c'est un sommet d'urgence, etc. pour tout. On se rend compte que le gouvernement, exactement ce que nous avions dit dans nos journaux respectifs, le gouvernement de François Hollande, comme les caisses sont vides, va faire une politique d'austérité et qui vont maquiller sous un certain nombre de grandes déclarations. Je pense que vous pouvez intervenir, Henri Dubos, par exemple, notamment cette histoire des enseignants. On se rend compte qu'en fait, ce sont absolument pas ils font un certain nombre d'embauches, mais étonnamment, là, j'ai vu à la rentrée, il y a sur 1000 personnes qui sont embauchées, il y a 500 personnes qui sont prises pour assurer la sécurité, les auxiliaires. Alors effectivement, le ministre de l'Éducation nationale, Vincent Payon, et également Georges Langevin, ministre délégué auprès du ministre de l'Éducation nationale. Autre modéré, excusez-moi, parce que c'est l'ancienne présidente du MRAP. Moi, je sais très bien. Elle s'est trouvée un emploi effectivement modéré. Et elle est aussi, il faut le remarquer, chargée de la réussite éducative. Moi, ça me fait penser à 1984, le ministère du Bonheur, si vous voulez. Je crois que c'est un petit peu ça. Là, on se soucie de la réussite éducative et on le met dans le titre du ministère. Alors, donc, c'est une longue lettre, 18 points. J'avais prévu 5 minutes par point. Emmanuel, vous êtes d'accord? Bon. Il va falloir synthétiser comme Marion Le Pen à l'Assemblée nationale. Vous avez 3 minutes et après, le président de séance coupe le micro. Bon, alors ça va effectivement du socle commun des connaissances et des compétences, collège unique, réforme du lycée, lutte contre le décrochage scolaire, qui est une priorité nationale, disent les ministres. La sérénité et la sécurité, je crois que c'est... La sérénité. Oui, tout à fait. Ce sont des mots qui sont intéressants. Sérénité et sécurité dans les établissements.
afin de créer un climat favorable aux aux apprentissages. Excusez-moi, c'est tard. Il faudra lutter contre les étranglements. Voilà, tout à fait. Alors, effectivement, ça pourrait s'intituler cette lettre, mais où est donc passée, non pas la 7e compagnie, mais où sont passés les 60 000 emplois prévus? Parce que j'ai beau y lire, j'ai vu l'annonce de 1000 emplois dans le primaire. Alors, effectivement, 1000 emplois. Et puis après... je répète, pas 1000 instituteurs. Oui, il y a 1000 emplois. 1000 emplois, tout compris, dont 500, je crois que c'était dans le Monde hier, 500 pour assurer une certaine sécurité. Voilà, donc qui ne sont pas des emplois, qui sont pas les gens qui seront embauchés n'auront pas le statut de fonctionnaire. Oui, tout à fait. C'est révocable. Bien sûr. Et donc on se dit où sont les 59 000 autres emplois? On cherche en vain. Alors effectivement, il y a des annonces d'emplois, en particulier des psychologues scolaires, etc. Mais à mon avis, 59 000, ça fait peut-être beaucoup. Alors, parmi les choses positives, moi quand même, il faut être objectif, je verrais le rétablissement de l'histoire-géographie en terminale scientifique, qui avait été honteusement supprimé par mais sous quelle forme? Précédent gouvernement. Alors effectivement, s'il s'agit d'instrumentaliser, d'endoctriner les élèves, c'est... Est-ce qu'il vaut pas mieux qu'il n'ait rien? Qu'il n'y a rien. C'est toujours le problème, en effet. Je préfère un inculte qui a du bon sens plutôt qu'un type mal structuré, quoi. Oui, on peut tout à fait raisonner comme ça. Il y a un analphabète à un bobo, en fait. Oui, c'est ça. Oui. Il y a un verbiage extrêmement empoulé en début de lettre. Je peux vous citer quelques phrases qui sont absolument révélatrices. Nous connaissons les difficultés, donc nous, ça veut dire les enseignants, puisque les ministres s'adressent aux enseignants directement. Les difficultés auxquelles vous êtes confrontés au quotidien et le poids de vos responsabilités. Mais nous savons aussi la force de votre dévouement, la passion et la vocation qui vous animent pour instruire, éduquer, servir. Alors attention, servir, si vous voulez rester assis, accrochez-vous, servir pour une certaine idée de la France, de la République et de l'humanité. Ça, je veux dire que si les profs maintenant rentrent dans leur classe en pensant qu'ils sont au service de la France, de la République et de l'humanité, il y a de quoi avoir un certain vertige. Vous ne trouvez pas? Et puis aussi cette autre phrase qui me paraît vraiment de l'ordre de l'ampoulé. Logoré verbal. Voilà, tout à fait. Le président de la République a fixé clairement l'objectif d'une refondation républicaine de l'école et d'une refondation de la République par l'école. Donc il y a une osmose entre la République. Vous avez oublié refondation citoyenne. J'ai dû l'oublier. Ils ont dû oublier. Oui. Qu'est-ce que ça vous... Le rang de cuir du ministère. Qu'est-ce que ça vous suggère, Pascal? Je rien de bien nouveau. De toute façon, on a l'impression de lire les circulaires précédentes émises par le gouvernement UMP. Bien sûr, de toute façon, ce sont les féodalités syndicales qui font la pluie et le beau temps, avec un processus d'inertie qu'ils ont mis en place depuis déjà des décennies. Donc il n'y a rien de bien nouveau sous le soleil. Là, on va flatter une clientèle électorale qui est habituelle, en tout cas depuis des décennies dans ce pays. Maintenant, voilà, on a, comme vous le dites, on a du beau verbiage, une belle langue de coton, mais derrière, en plus, on a toujours la vie antienne qui est celle des nombres de postes qu'il faut débloquer, alors que ceux qui travaillent au sein de l'éducation nationale sont bien placés pour savoir que ce n'est pas forcément toujours une question de quantitative, mais avant tout qualitative. Si vous mettez 4 ou 5 surveillants qui ont entre 20 et 25 ans, qui vont faire copain avec les élèves, être totalement incapables de se faire respecter, ça ne rime à rien. Perte de temps, perte d'argent, perte d'énergie, etc. Et surtout, c'est aussi une forme d'enfumage quelque part. Donc avant tout, on est plus que jamais sur un problème de vision du monde qui est véhiculé par l'école, de personnel qui sont aussi capables de transmettre véritablement cette vision avec ce qui est nécessaire à cette transmission, comme le retour de l'autorité. Et là, on rame totalement à contre-courant. Voilà, on est totalement. C'est ce que disent les deux ministres à propos de l'autorité. L'autorité, comme la confiance, ne se décrète pas. Et il parle d'exigence de respect partagée par tous les élèves et par les membres de l'autorité. On est vraiment dans la logorée. Et ça me fait penser un petit peu à Valls, qui a sermonné les futurs commissaires il y a un jour ou deux à l'école de Saint-Germain au Mont-d'Or, Saint-Cyr au Mont-d'Or, en leur disant surtout gardez-vous bien de tutoyer les délinquants, il faut un minimum de respect, etc. C'est complètement surréaliste. Comme si les délinquants allaient vous soyez les policiers qui les interrogent. Voilà.
Mais je dirais que ce que vous disiez est absolument exact. Ce sont des formules creuses qu'on peut appliquer pratiquement à n'importe quel ministère. Mais on voit le développement de la violence, cet exemple catastrophique. Alors je ne sais pas si quelqu'un veut en parler, puisque on donne beaucoup la parole à Henri, mais vous l'avez abordé au bulletin de peut-être pas vous, mais ça a été au bulletin de réinformation. La désinformation absolument extraordinaire, mais alors qui était tellement grossière à propos de cet enfant qui a été assassiné. Moustapha Vladimir, c'est voilà. ça, ouais. Donc expliquez Souleymane. Mais expliquez-le, Henri. Écoutez, en quelques mots, tout le monde est au courant de ce tragique fait divers qui a endeuillé la région. Il n'est pas tragique, il est scandaleux. Oui, non, ce qui est scandaleux, c'est l'interprétation qu'en ont donné les médias. Mais le fait en lui-même est tragique. Donc un enfant a été... C'est pas ça, la tragédie, c'est quand tous sont justifiables et qu'aucun n'est justifié. Là, l'agresseur n'est pas justifié. Non, je vous assure, c'est pas du tout tragique. C'est scandaleux, c'est un crime, je veux dire. C'est pas une tragédie. Pour moi, c'est absolument pas tragique. C'est l'incapacité, moi, je suis horrifié par cette affaire. Surtout, la manière dont c'est exploité, parce que mais allez-y, racontez-le. Non, Bon, alors je vais le raconter. C'est comme. Vous faites très bien les choses par vous-même. On va le rappeler. Bon, je pense que un certain nombre d'auditeurs de Radio Courtoisie en particulier, qui vont sur les blogs internet, qui écoutent le bulletin de réinformation, qui regardent Présent ou des choses comme ça, le savent. La personne qui a l'étrangleur, pour être très clair, l'étrangleur mesurait 1,80 m. Il avait 16 ou 17 ans. Oui. Il était... Élève de 3e à 17 ans. À 17 ans, il faisait de la boxe. Et c'était un Tchétchène qui venait de Tchétchénie. C'était un réfugié tchétchène, plus ou moins réfugié, refugé, etc. Et il s'appelait Souleymane. Donc il était... De son vrai nom. Donc il était musulman. C'est pas scandaleux, je pense pas qu'il y ait des chrétiens qui s'appellent Souleymane. Et vous avez... donc il a étranglé un jeune garçon de 13 ans, qui mesurait à peu près 1,50 m ou 1,60 m, qui a refusé de baisser les yeux face à lui, et donc il l'a tué. Bon. Et la presse a présenté Souleymane, un Tchétchène de 1,80 m, qui est en 3e à 17 ans, et ils l'ont appelé Vladimir. C'est Le Monde qui a fait ça. Hein. Voilà. C'est un communiqué, je crois, que j'ai reçu lundi de Jean-Yves Le Gallou, d'ailleurs. Dans Libération, il ne donnait pas le nom, c'était encore plus simple. Mieux, ouais. C'est plus pervers de l'appeler Vladimir encore que de pas donner le nom. Voilà. Parce que quand on ne donne rien, on peut supposer que c'est un étranger. Alors que quand on dit que c'est Vladimir, c'est un autre étranger. Mais c'est intéressant de son origine ethnique. Parce que les Tchétchènes, c'est quand même, la Tchétchénie, c'est un pays très violent. La notion de la vie humaine n'a pas du tout le même rapport pour un type de 17 ans qui vient de Tchétchénie, où il a peut-être déjà perdu des tas de gens de sa famille. Tout le monde a des morts dans sa famille en Tchétchénie. Non, mais c'est vrai. La violence est un comportement quotidien. Ouais. Tout le monde est habitué à l'ultra-violence. Je n'excuse pas, j'explique. Mais aucun regret. Il a dit, je l'ai laissé sur le carreau, tant mieux. Voilà. Mais oui, parce qu'ils n'ont aucun respect de la vie humaine. Et nous, l'erreur que font nos dirigeants, c'est de laisser venir chez nous des gens pour qui la vie humaine n'a aucun prix. Ils s'en fichent éperdument. Donc je crois que vous allez relire, on ne va pas insister, mais vous allez relire juste le passage sur l'autorité. La sérénité. Lisez-le, l'autorité. Alors, oui, elle suppose. L'autorité, comme la confiance, ne se décrète pas. Elle se construit grâce à des qualités, décidément, morales et intellectuelles reconnues et sur l'exemplarité de celui qui détient cette autorité. Elle suppose que l'exigence de respect soit partagée par tous les élèves et par les membres de la communauté éducative. Voilà, effectivement. C'est beau comme l'antique, n'est-ce pas? Ah mais, vraiment. Cette affaire est affreuse comme d'eau, mais elle est quand même symptomatique de cette désinformation systématique et qui devient franchement perverse, là. Parce Mais d'ailleurs, Le Monde est candidat pour les Bobards d'Or 2012, organisé par la Fondation Polémia, parce que c'est un excellent bobard. Et à mon avis, je crois qu'il y a, je pense que là, il a toutes ses chances. Le Monde a ses chances. De décrocher un prix, là. Alors, je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de Radio Courtoisie. C'est le libre journal de la résistance française. Donc, c'est la première partie. Donc, c'est le clan de la presse. Je reçois ce soir Jérôme Bourmont, directeur de Rivarol, Patrick Cousteau, rédacteur en chef de Minute, Pascal Lassalle, journaliste, et Henri Dubos, qui est directeur du Vendredi. On a un certain nombre de messages que va nous lire Henri.
Un auditeur, savez-vous qu'il y a eu plus de bulletins blancs que de bulletins pour les verts aux législatives? Une auditrice qui pointe du doigt le vocabulaire de l'ennemi que nous utilisons. Ne dites pas cordon sanitaire, qui est injurieux pour le FN. Dites plutôt le mur de la honte. Une remarque d'un auditeur, le PS, c'est l'aile gauche du patronat français. Un auditeur, il me semble que Marion a indiqué à M. Copé qu'il avait omis de déposer son bulletin et qu'il s'est exécuté furieusement. Un auditeur, cela se finira comme dans l'excellent film Une nuit à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire dans le grand n'importe quoi. Un auditeur, Jacques Miard est passé sans saluer Marion Le Pen au moment du vote à l'Assemblée et après il fait de belles déclarations à Radio Courtoisie. Un auditeur, le Front républicain s'effritera lorsque les députés de l'UMP, qui ne sont pas des carriéristes sans conviction politique, perdront leur mandat du fait du Front National. Le Front National doit continuer son combat dans ce sens sans s'occuper des pleurnichards. Une auditrice, je crois que les idées nationales n'arriveront au pouvoir que lorsque des conditions exceptionnelles le permettront. L'élection de M. Hollande se terminera rapidement par un fiasco, une sorte de galéjade, comme dirait Pasqua. Alors en Europe, nous aurons un mouvement général pour revenir aux fondamentaux de notre Occident. Allez, on en a encore quelques-uns parce que un auditeur. Attendez, regardez. Écoutez bien celui-ci, Emmanuel. Félicitations à Emmanuel Ratier, un soutien fidèle. Donc c'est quelqu'un de votre connaissance qui écrit ça. Je ne sais pas, c'est pas signé. Ma femme a dû appeler. Voilà. Une auditrice, Vladimir comme Vladimir Poutine, dont on nous a dit qu'il était abominable avec ces pauvres innocents tchétchènes. Donc effectivement, sans doute clin d'œil du monde pour appeler du prénom de Poutine l'assassin tchétchène. C'est fort possible. Un auditeur, parlez-nous du colosse. Oui, d'accord, donc on vient d'en parler. Donc c'est un tchétchène. Un auditeur, la suppression des notes au collège est criminelle. Oui, effectivement, on peut peut-être en parler, en dire deux mots. On va revenir dessus, terminer les messages. Alors ensuite, les messages sélectionnés, n'est-ce pas ? Vous dites que le militantisme est en baisse, vous avez certainement raison. Une remarque, pour le FN, c'est encore plus vrai. Enfin, davantage vrai, car ceux qui s'affichent militants sont souvent persécutés. C'est même vrai pour les votants FN lorsqu'ils sont identifiés. Cela s'est produit, par exemple, dans le village où le FN ne recueillait aucune voix, jusqu'au jour où un nouvel habitant est venu s'installer. Évidemment, le crime est signé, là. Ce dernier a dû revendre sa maison et partir, bien cordialement. Et c'est signé, par contre, là, l'auditeur a bien signé. Et pourtant, ce n'est pas un système de vase communicant simple. Il est peut-être arrivé d'avoir pas voté, qu'il y a un autre habitant du village qui s'est dit maintenant je peux. Oui. On va croire. Non, je pense que c'est quelqu'un qui voulait acheter la maison de l'arrivant et qui a dû voter en laissant croire que c'était l'arrivant qui a voté. Monsieur Valls, cette auditrice nous dit, Monsieur Valls est allé faire une visite à l'OFPRA. L'OFPRA. Alors je reviendrai dessus 30 secondes. Alors, un message que je n'ai pas lu, il est peut-être un peu long, je le lis maintenant, ou vous voulez que je le... Bon, alors on verra tout pour la suite. Alors, puisqu'il y a l'OFPRA, vous vouliez parler des notes au collège. Oui, les notes au collège, c'est une vieille revendication de la gauche soutenue par la FCPE. Il faut savoir que la FCPE, c'est une association de parents, mais qui est en fait une excroissance, une espèce de pseudopode du Parti socialiste. Et je crois même, sauf erreur, que dans ces statuts, il y a obligation pour le conseil d'administration de la FCPE de contenir un certain nombre, d'avoir en son sein un certain nombre de professeurs. C'est très simple. La FCPE a été montée, la fédération, donc, qu'on appelait des parents d'élèves, du nom d'un des présidents. Et maintenant, c'est la fédération des conseils de parents d'élèves, a été montée par la FEN, par la Fédération de l'Éducation nationale. Quand on leur a dit qu'il y aurait des parents qui auraient une certaine influence qui pourraient intervenir dans un collège ou dans un lycée, ils se sont dit, c'est pas compliqué, on va monter une association d'enseignants qui sont en même temps parents d'élèves, et comme ça on va prendre les contrôles. Et effectivement, la fédération, la FCPE, est très largement majoritaire, alors que c'est très directement une émanation d'un ancien syndicat. Et je crois qu'il faut remarquer, c'est exactement ce qui se passe entre les apparatchiks de l'UMP et puis la base, les électeurs. Les électeurs sont à droite, les électeurs de l'UMP sont à droite, sauf peut-être exception, alors que les gens de l'appareil sont très nettement,
Ils sont UMPS, ils sont dans l'oligarchie, autrement dit. Vous avez le même exemple par exemple avec la CGT ou d'autres syndicats comme Force ouvrière, etc. Où je pense pas qu'à la tête de la CGT il y a un seul secrétaire confédéral qui vote Front National, alors qu'il doit y avoir 20 ou 25% des CGT qui votent Front National. Et donc les parents qui sont de la base, autrement dit, qui élisent un représentant de la FCPE, ne sont pas forcément des gens de gauche. En revanche, la FCPE est une organisation de gauche. Alors, puisqu'on parlait de l'OFPRA, il se trouve que j'ai eu le nouveau rapport de l'OFPRA. Donc l'OFPRA, c'est l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. J'en parle dans le numéro de fait document qui sort. Donc ils leur font un certain temps. Donc ils font le bilan de l'année 2011. Donc on a une nouvelle hausse de 13% pour la 4e année consécutive. Donc les demandes d'asile politique sont passées à 53 737 dossiers. 53 737 personnes ont demandé l'asile politique en France. Alors, bien que la gestion de ça soit très laxiste à l'OFPRA, etc., bon, ils l'ont accordé qu'à 10 702 personnes. Inutile de dire que sont devenus les autres. Les autres, oui, ils font des recours, n'ont pas été expulsés, bien sûr. Alors, ce qui est intéressant, c'est parce qu'on nous a bassiné avec ça, avec l'histoire des révolutions arabes. Disant, on allait avoir, je trouve que les gens qui ont dit ça étaient des oiseaux de mauvais augure, se sont trompés, puisque les révolutions arabes n'ont eu aucune influence, puisqu'il y a eu à peine 600 demandes venant soit de la Libye, soit de la Tunisie, soit de l'Égypte, etc. Donc il n'y a quasiment eu aucune demande. J'ai les chiffres absolument exacts, moins de 600 demandes au total. Pardon ? En revanche, la France est donc au 2e rang mondial d'accueil des pseudo-réfugiés politiques, juste derrière les États-Unis. Évidemment, là, c'est pas comme l'équipe de France, on est champion d'Europe. Quand on regarde la surface géographique des États-Unis et celle de la France, c'est quand même intéressant. Enfin, le rapport au kilomètre carré est quand même... Non, mais c'est pas compliqué, compte. ça veut dire sont rentrés en utilisant l'asile politique qu'on peut leur refuser, etc. 53 000 personnes l'année dernière, et ces gens ne sont évidemment pas compris ni dans l'immigration, ni dans l'immigration. Et ils ne partiront plus. Voilà. Comme disait Friedrich Zibourg, heureux comme Dieu en France. Voilà. Alors, chers amis, Jérôme Bourbon vous a pas trop entendu. Est-ce qu'il y a un sujet que vous aimeriez aborder avant qu'on présente nos journaux rapidement ? Les divisions internes à la fraternité Saint-Pédis. Ah, alors ça risque d'être sujet d'actualité, mais je l'avais gardé. C'est un sujet un peu passionnant. Alors, oui, alors, si vous voulez résumer, mais vraiment rapidement, parce qu'il se trouve que je l'avais pris, parce qu'il y a eu une lettre assez importante qui a été publiée, qui date du 25 juin. Oui, il y en a eu d'autres avant. Oui. C'est très simple, c'est que depuis 12 ans, le supérieur général de la fraternité Saint-Pédis, Monseigneur Bernard Fellet, souhaite un rapprochement avec Rome. Donc à l'époque c'était Jean-Paul II, maintenant c'est Benoît XVI. Et le problème auquel il est confronté, c'est qu'une grande partie de la communauté qu'il dirige et des communautés amies, communautés religieuses, Capucins de Morgon, Dominicains d'Avrier, etc., sont beaucoup plus réticents à l'idée de se rapprocher de ce qu'ils appellent l'Église conciliaire. Et la difficulté est encore accrue par le fait que 3 évêques sur 4, ceux qui avaient été sacrés par Monseigneur Lefebvre à Icône le 30 juin 1988, peu de temps avant sa mort, sont tout à fait hostiles à cette politique de rapprochement parce qu'ils craignent d'être dilués, parce qu'ils considèrent que les communautés dites ecclésiadéis, c'est-à-dire qui se sont ralliées au Vatican, que ce soit donc la Fraternité Saint-Pierre, l'Institut du Bon Pasteur, le monastère du Barou, ne combattent plus le Vatican II, acceptent le principe de la nouvelle messe ou du biritualisme, et par conséquent ont abandonné pour tout ou partie le combat dit traditionnaliste, le combat de la résistance catholique à Vatican II et aux réformes désastreuses qui en sont issues. Voilà en quelque manière pour résumer schématiquement les choses. Bon, et donc l'actualité la plus récente, c'est qu'il y a un chapitre général de la fraternité Saint-Pédis au mois de juillet et en Suisse,
Et Monseigneur Williamson, qui est le doyen des 4 évêques, a été interdit par Monseigneur Fellet de présence de chapitre. Il faut dire que les relations sont exécrables depuis longtemps entre les deux prélats, puisque Monseigneur Fellet n'a jamais pardonné à Monseigneur Williamson ses déclarations révisionnistes en 2008, le fait qu'auparavant il avait soutenu certaines critiques de l'abbé Philippe Laguerre et de ses amis pour la gestion des séminaires en 2004, qui avait abouti à son exclusion de la fraternité, avec des scènes très pénibles à Bordeaux, puisque on l'avait privé de sécurité sociale, des vigiles et des chiens avaient été envoyés, parce que, comme faisait remarquer un ami, lorsque les prêtres se disputent entre eux, là, c'est souvent assez saignant. Bon, voilà. Eh bien, donc, il est interdit de chapitre, et les Capucins de Morgon et Dominicains d'Avrier, qui avaient des candidats qui devaient être ordonnés à Écône le 29 juin, eh bien, ils ont reçu une lettre de la maison généraliste, comme quoi c'était reporté sine die, parce que Monseigneur Fellet veut s'assurer de ce qu'il appelle la loyauté, c'est-à-dire la fidélité inconditionnelle à sa personne et à sa politique, de ses communautés. Bon, voilà. Donc, en fait, pour résumer, mais c'est un sujet sur lequel on reviendra peut-être par la suite. Moi, il y a un article en Rivarol cette semaine là-dessus. Voilà, on va en parler. J'en ai déjà beaucoup parlé. C'est le fait qu'en fait, on pensait qu'on était très près d'un accord entre la fraternité Saint-Pédis et le Vatican, et que pour le moment, rien n'a été signé. Effectivement, il y a un certain nombre de documents qui circulent, un peu comme il a circulé énormément de documents au moment de la crise de la Grande Loge nationale française, où chacun essayait de régler ses comptes avec des documents, mais c'est vrai qu'il circule beaucoup de choses. Alors, on va présenter chacun nos journaux. Avant, je voudrais juste lire deux petits messages d'auditeurs. Donc, un auditeur qui, sur l'agresseur tchétchène, les Tchétchènes n'osent pas, je pense que c'est monsieur d'origine russe, on peut le saluer, sur l'agresseur tchétchène, les Tchétchènes n'osent pas lever les petits doigts chez le russe, comme d'ailleurs c'est du Daghestan. En Russie, ce n'est pas comme en France. En Russie, on ne se permet pas d'agresser car c'est la peine de mort immédiate. Voilà. Au moins, c'est bien, c'est expéditif, c'est rapide. Et alors, on a par ailleurs quelqu'un qui nous envoie un message à propos du respect dans les établissements. Ayant été pion dans un CET en 1970-71, c'est-à-dire il y a 40 ans, le programme de rétablissement du respect me fait plus que doucement rigoler. Déjà à l'époque, il fallait déployer des efforts énormes pour ne pas se faire arroser d'eau ou voir ses pneus crever, les boutons de roue desserrés, etc. Expérience vécue avec en prime les vexations des parasites profs techniques syndicalistes qui nous méprisaient en tant qu'intellectuels suppos du capitaliste. C'était déjà surréaliste. C'est bien vu, c'est bien. Alors, je voudrais juste indiquer, demain, jeudi 28 juin à 20h, Rénal Séché, c'est cher, excusez-moi, c'est cher, que bien connu des auditeurs, présentera son ouvrage Vendée du génocide aux Mémoricides au Forum de la France chrétienne, 20 avenue Bugeaud, Paris 16e, code 1929. Je crois que le plus simple est d'appeler Radio Courtoisie pour avoir les renseignements. Alors, comme il nous reste peu de temps, Jérôme Bourbon, vous présentez rapidement Rivarol. Très volontiers. Bien, cette semaine, c'est un spécial 16 pages. Donc, je fais un édito sur la récession et le chômage qui augmente. La gauche a mangé son pain blanc. Maintenant, il va lui être difficile de mener sa politique, surtout avec son programme. Donc, il y a toutes les rubriques habituelles. Une rubrique toujours très importante de politique étrangère avec les difficultés entre l'Est et l'Ouest. Un Moscou qui refuse la politique des Occidentaux en Syrie, même s'il a fait un certain nombre de concessions aux Israéliens lors de son voyage à Tel Aviv. Également une interview donc de Lionel Ballan sur son livre dont vous parliez tout à l'heure sur George Haider. Lionel Ballan pense qu'il a été assassiné et que ce n'est pas un accident. Haider pense que c'est très intéressant tout cela. Donc un article ou un point de vue, plus exactement un éclairage sur ce qui se passe à la fraternité Saint-Pédis. Bon, beaucoup d'autres choses. Le tout pour 3,50 €. Très bien. Donc, 1 rue d'Hauteville. Ah oui, 1 rue d'Hauteville, 75 010 Paris. Et notre site internet www.rivarol.com. Pour le préciser. Et je rappellerai, il y avait une étude ce matin, 18% des Français ne sont jamais allés sur Internet. C'est intéressant. Alors, puisque vous êtes ébahi, Patrick Cousteau, minute. Alors, dans Minute, donc, de ce qui est sorti aujourd'hui, on peut trouver, comme vous l'avez dit, donc, un entretien de 2 pages avec Robert Ménard, titré « Il faut rétablir la vérité sur l'Algérie française ». On trouve également un article de politique sur l'avenir de la droite populaire qui est assez informé. On trouve également un billet d'humeur qui a fait beaucoup de bruit sur Internet d'ailleurs, sur l'équipe de football, pour ceux qui aiment le football.
de balle au pied, voilà, oui, sur donc les joueurs maghrébins, je crois, un type qui s'appelle Nasri, qui apparemment a eu un comportement pour le moins bizarre. Je veux dire que vous êtes un spécialiste de la balle au pied. Hein. Oui, j'y connais rien pour être franc, ça m'intéresse pas des masses, mais il se trouve que ça intéresse des gens et que ça a beaucoup intéressé les internautes hier. Bon, donc tant mieux si ça intéresse du monde. En tout cas, il se fait sérieusement assaisonner dans Minutes, voilà. On trouve également un autre article qui me semble pas dépourvu d'intérêt du tout. C'est une deuxième condamnation qui frappe Christiane Taubira pour un licenciement abusif. Donc on fournit l'arrêt de justice et on commente donc cette décision de justice. Alors comment est-ce qu'on commande Minutes ? Alors on le commande. On peut aller, si on ne le trouve pas dans son kiosque, comme me le dit un auditeur, on peut aller sur internet pour taper ou trouverlapresse.com. On peut aussi plus simplement aller sur le site internet de Minutes. On tape Minutes hebdomadaire dans Google et on tombe dessus. Sinon, on peut écrire pour les 18% de gens qui ne sont jamais allés sur internet. Ils prennent un stylo, un papier et ils écrivent au 15 rue d'Estrée, 75 007 Paris. 15 rue d'Estrée, E-S-T-R-E-E-S, 75 007 Paris. Le journal coûte 3,50 €. Alors, on va faire un peu de publicité pour sa maison personnelle, donc Faits & Documents. Faits & Documents, vous allez sur Internet, vous tapez dans un moteur recherche Faits & Documents, vous tombez sur mon site. Vous trouverez également l'adresse de ma boîte postale si vous voulez recevoir un numéro. Donc le numéro qui sort le 1er juillet, qui a déjà été expédié aux abonnés, c'est la 3e partie du gouvernement héros, avec la biographie des nouveaux membres du gouvernement, avec évidemment toutes sortes de détails sur cette question, avec des biographies qui sont évidemment pas les biographies sur lesquelles on a accès quand on lit Wikipédia. Un dernier bilan des élections, toutes sortes d'informations sur les nouveaux députés, évidemment une page sur les lobbies et la franc-maçonnerie, toute une série d'éléments en politique étrangère, un peu du politiquement incorrect et 2 pages d'informations sur les médias et le monde de l'art, du spectacle, etc. Voilà. Donc, très vite. Très simple. Lundi, vendredi, 7h15, 11h45, 21h.